Bonjour et bienvenue au Verbomoteur, ici Simon Lessard, en compagnie cette semaine de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe, Benjamin Boivin, Laurence Godin-Tremblay et Jean-Christophe Jasmin. Bonjour, bienvenue à vous 3. Bonjour. Salut Simon. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler uniquement de tarifs douaniers. Non, en fait, on s'est dit que vous en aviez assez entendu parler, donc on aura d'autres sujets à l'émission. En fait, durant la prochaine demi-heure, nous parlerons d'une drôle d'alliance entre le Québec et l'Alberta. Qu'est-ce qui peut bien réunir ces deux provinces si différentes? Nous entendrons aussi l'édito de Laurence Godin-Tremblay sur la quête de sens de Daniel Bélanger. Daniel Bélanger qui sera mis à l'honneur par le Cirque du Soleil cet été. Nous discuterons enfin, en toute fin d'émission, en fait, des élections fédérales canadiennes, quand même un peu, hein? Quelle est pour vous personnellement la question de l'urne dans cette campagne électorale? Mais tout d'abord, la question brise-glace cette semaine, c'est une année jubilaire, en tout cas dans l'Église catholique, 2025. Le jubilé, généralement, c'est des pèlerinages. Alors, si vous pouviez faire un pèlerinage cette année, où iriez-vous et pourquoi? Laurence? N'importe où sans mes enfants, là, pouvoir marcher comme ça calmement. Là, mais j'irais à Assise, clairement. Là, ah oui? Assise. Pourquoi Assise? En Italie? Oui, parce que j'aime l'Italie, premièrement, mais aussi à cause de Saint François d'Assise, là, qui est un saint important à mes yeux. Là. Mon fils s'appelle François, donc j'irais à Assise. Non, c'est un des endroits les plus beaux que je suis allé sur la Terre. Donc, je pense que tu serais ravi. Un jour. Et toi, Benjamin, j'imagine qu'aller au dépanneur, ça te suffit comme pèlerinage? Oui, mais comme ça fait plusieurs fois que je brise ta question brise-glace, je vais essayer de répondre sérieusement cette fois-ci. C'est moi qui ai essayé de la briser. Oui, c'est ça. Laurence aime Saint-François. Moi, j'aime beaucoup Saint-Dominique. Donc, peut-être j'essaierai d'aller visiter les grands lieux de sa vie en Espagne, dans le sud de la France, en Italie, où on trouve sa dépouille également. Donc, peut-être ce serait ça un pèlerinage que je trouverais intéressant à faire. Toi, Jean-Christophe... Quel saint! Moi, Saint-Jean-Calvin, j'aimerais bien aller visiter Genève, un des chefs-lieux de la Réforme protestante. Puis apparemment, on peut encore visiter l'Église et voir la chaire d'où prêchait Calvin. Puis pas loin, il y a le tombeau de Saint-François de Sales, si jamais... Bon, voilà, Si on peut jamais faire un tu petit changes détour. d'avis. On pourrait faire un petit détour. Bon, merci. Pour ma part, moi, ce serait aller en Bosnie, à Medjugorje, où la Vierge Marie apparaît. L'Église a reconnu ces apparitions-là récemment. En tout cas, a dit qu'il n'y avait rien de contraire à la foi là-bas. Donc, j'y suis déjà allé quelques fois, puis c'est l'endroit sur Terre que j'aimerais le plus retourner. Voilà, on y va tout de suite pour la nouvelle de la semaine. Le gouvernement Legault bénéficiera du soutien de l'Alberta dans sa défense de la loi sur la laïcité devant la Cour suprême. La première ministre Danielle Smith a annoncé cette semaine son intention d'appuyer l'usage de la clause dérogatoire par les provinces. Jean-Christophe Jasmin, c'est plutôt inusité, là, une alliance Québec-Alberta. C'est rare qu'on voit ça. C'est très, très rare. C'est vraiment une alliance, comme tu dis, inusitée, surprenante. Mais quand on creuse un petit peu, c'est pas si surprenant que ça. Bien que, bon, des fois, on a l'impression de placer le Québec et l'Alberta à deux extrêmes de l'échiquier politique. Québec plus social-démocrate, l'Alberta qui est comme, on pourrait le dire, là, le Texas du Canada ou la Beauce du Canada. Mais finalement, c'est deux provinces qui cherchent à réaffirmer l'autonomie provinciale par rapport non seulement au pouvoir centralisateur d'Ottawa, mais aussi au gouvernement des juges, un genre de transformation de la société canadienne qu'on a vu dans les 40 dernières années. Donc, si je comprends bien, l'Alberta appuie le Québec, pas nécessairement parce qu'ils sont d'accord avec leur loi sur la laïcité, mais parce que la clause dérogatoire donne plus d'autonomie aux provinces. Pourquoi est-ce que l'Alberta veut plus d'autonomie, selon toi? Bien, plusieurs raisons. Je pense que l'Alberta a même récemment voté un projet de loi qui s'appelait le Alberta Sovereignty Act, donc une réaffirmation de la souveraineté provinciale. Il y a une perception, ou peut-être même on devrait dire un constat en Alberta que le gouvernement fédéral a vraiment tendance à s'ingérer dans les affaires des provinces. Donc, pour le rappeler, il y a certains domaines des champs de compétences qui appartiennent aux provinces, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, beaucoup les champs de compétences liés à la religion et la culture aussi. Et il y a des champs de compétences qui sont fédéraux, comme l'armée, le transport interprovincial. Mais bien souvent, le gouvernement fédéral vient s'ingérer dans les affaires des provinces, comme on l'a vu avec le programme de soins dentaires, par exemple, où Ottawa crée un programme de soins de santé qu'il impose aux provinces, qu'il finance, mais après ça, qu'il définance et se retire, et il laisse aux provinces le soin de les soutenir. Donc, c'est certain qu'il y a des questions d'énergie, on pense, des questions d'environnement, où l'Alberta considère que la législation fédérale vient limiter son pouvoir d'action. Puis,
C'est le grand rêve des conservateurs, hein, de faire une alliance entre les conservateurs un peu redneck de l'Alberta pour utiliser le préjugé que les Québécois peuvent en avoir, et puis les nationalistes québécois qui sont attachés à l'autonomie provinciale, puis d'essayer d'aller chercher un peu partout à travers le pays les conservateurs plus traditionnels anglo-saxons, disons, couplés avec les milieux migrants. Ça, c'est comme la coalition rêvée du Parti conservateur. Puis ça marche presque jamais parce que finalement, même si les Québécois et les Albertains sont attachés à leur autonomie, ils ont tendance à se détester les uns les autres au point où ils sont incapables de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Ce qui est peut-être original dans ce cas-ci, c'est que François Legault et Daniel Smith ont réussi à trouver le moyen de s'entendre malgré leurs différences de tempérament et de sensibilité culturelle et politique. Mais c'est le Bloc aussi. Les Québécois qui veulent plus d'autonomie ont tendance à voter Bloc beaucoup plus que conservateur. C'est vrai. Et le Bloc est farouchement opposé à peu près tout ce qui est priorité politique de l'Alberta depuis toujours, là. J'aimerais, Jean-Christophe, qu'on vienne sur la loi de la laïcité, qui est quand même le point de départ là, de ce qui sera jugé par la Cour suprême. Les Albertains, eux, comment ils se positionnent par rapport à la laïcité? Est-ce qu'ils sont aussi laïcistes que le gouvernement Legault? Bien, c'est sûr que l'Alberta souscrit plus à une approche anglo-saxonne libérale du rapport entre l'État et la religion. L'intervention, justement, là, de l'Alberta ne se pose pas sur la loi sur la laïcité, mais sur l'usage de la clause dérogatoire. Là, en simple québécois, là, quand tu dis « j'avais mes X », c'est comme tu peux mettre dans la clause, tu peux insérer dans un projet de loi cette clause-là qui te permet qu'elle ne soit pas soumise à l'examen des juges. Mais en même temps, c'est ça, c'est un peu ironique parce qu'on a l'impression que la laïcité, c'est une affaire proprement québécoise, mais il y avait eu un sondage léger il y a quelques années de cela qui montrait que tu avais quand même un appui substantiel sur les principes de la laïcité québécoise dans les provinces de l'Ouest, là, au-dessus de 40 de la population, si je me souviens bien, soutenait la définition québécoise de la laïcité. Donc, c'est ce genre de dichotomie noir-blanc. Là, on a la laïcité à la française, la laïcité à l'anglo-saxonne. C'est une grosse caricature qui oui, à la différence de la laïcité québécoise républicaine, disons, elle est essentiellement rejetée par les élites anglo-saxonnes dans toutes les autres provinces. S'il peut avoir un appui dans les milieux populaires, la société en général, les élites intellectuelles, les gens qui font les politiques publiques, eux, rejettent la laïcité, même parmi les milieux les plus conservateurs. Oui, puis on ne se cachera pas qu'il y a aussi, en tout cas, une apparence de clientélisme politique, dans le sens, c'est comme, pourquoi est-ce que la ville de Calgary, par exemple, voulait intervenir sur cette chose-là? Depuis quand des villes étrangères s'ingèrent dans des rapports entre une autre province et le gouvernement fédéral? Bien, c'est souvent, il y a des populations qui sont plus sensibles à la laïcité québécoise, qui verraient de bon augure, de bon œil, de type d'intervention. Jean-Christophe Jasmin, tu es membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci. Le Cirque du Soleil annonçait la semaine dernière qu'il est en train de préparer un spectacle hommage à Daniel Bélanger qui sera présenté cet été à Trois-Rivières. Laurence, tu as vu une excellente nouvelle, d'autant plus que Daniel Bélanger présente, selon toi, dans son œuvre, une véritable quête de sens. Ben oui, Simon, la musique de Daniel Bélanger, c'est pas juste du boum-boum, hein? Les paroles comportent souvent une grande poésie et parfois une réflexion profonde sur l'existence humaine. Mais Simon, sa quête de sens, elle se voit plus particulièrement dans une œuvre moins connue du grand public. Là, c'est son recueil de poésie « Poids lourd » qu'il a sorti en 2022. Alors, pourquoi ce titre, Poids lourd? Je sais pas, il faisait du camionnage au moment qu'il a rédigé, peut-être? Oui, il s'entraînait pour son spectacle du Cirque du Soleil. déjà en avance. Bien, il y a quelque chose de ça, là, plus du camion, je parle. C'est-à-dire que le poids lourd, c'est effectivement une référence au gros camion, mais aussi, il y a un jeu de mots, là, au poids de l'existence humaine. Hein. L'existence humaine, souvent lourde à porter, là, difficile. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui se sentent comme ça, là, le poids. Enfin, bref. Pourquoi tu me regardes comme ça? OK. Alors, tout le recueil s'inspire d'une image restée à jamais gravée dans la tête de Daniel Bélanger. Là, ça l'a vraiment frappé. C'est un convoi sur l'autoroute qui transporte des porcs vers l'abattoir. C'est d'ailleurs l'image de couverture du recueil. Alors, ce convoi fait penser à l'existence humaine. Daniel Bélanger écrit « Parfois, en dépassant un convoi, je me demande lequel de nous deux terminera le premier à l'abattoir. » C'est pas très joyeux. Sommes-nous dans un convoi? Es-tu, Simon, un gros porc destiné à l'abattoir? Alors, pour petit porcelet, peut-être? Il y a moins de chair à manger.
Alors, pour Daniel Bélanger, la mort est inéluctable et il faut y songer sérieusement. Alors, de même qu'on va, c'est ça, manger les porcs, de même, nous serons le projet des asticots. C'est quelque chose de réaliste. Oui, il y a au moins ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Daniel Bélanger ne le croit pas. Hein? Il écrit « Envier ceux qui ont la foi. Les athées, écrit-il, comme lui, ont la mort dans la gorge. » Sa réflexion, je trouve, Simon a le mérite de poser les bonnes questions. La vie a-t-elle un sens si tout s'arrête à la mort, si on est destiné à être le projet des asticots? Et la vie a-t-elle un sens si aucun Dieu, aucune intelligence ne l'ordonne au départ? Alors, Daniel Bélanger semble pencher pour non. C'est-à-dire que pour lui, là, ce qui se dégage de son recueil de poésie, c'est que la nature même de la réalité, la vie humaine, en elle-même, serait absurde. Tout son recueil parle du paradoxe de l'existence, de l'irrésistible incohérence. Les poèmes alternent entre la banalité du quotidien, mais cette image de la mort imminente, là, il dit « on va tous frapper le même mur ». La réalité serait ni bonne ni mauvaise en elle-même aussi. Il écrit qu'elle est neutre, donc dépourvue de sens objectif. Alors, ça donne vraiment une impression de vie absurde, mais ce serait quoi l'absurde? Je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie de absurde en latin. Ça ne me revient pas. Enseigne-nous, Laurence. Avec plaisir, Simon. Alors, Quoi de plus plaisant pour Laurence que je pensais que ça voulait dire absence de sens. Mais... Non, parler au sourd? Non, c'est absurdus en latin, ça voulait dire dissonance, là, comme une dissonance musicale. Là, quand, Daniel Bélanger s'y reconnaîtrait plus que moi, là, qui n'est comme pas la musique contemporaine, un peu. Oui, c'est ça. Alors, les notes ne vont pas ensemble, là, ça crée un mauvais accord. Et une dissonance existentielle, ce serait quoi? Alors, ce ne serait pas tant le fait que la vie n'a pas de sens qu'une opposition entre l'absence de sens et nos désirs les plus profonds. Là. Comme une dissonance entre ce que je porte à l'intérieur de moi, ce que je veux, et ce que la réalité me présente. Par exemple, Daniel Bélanger nous dit, en parlant des jours qui passent, « Je voudrais que ça ne cesse jamais. » Et pourtant, il y a comme cette dissonance que les jours passent puis qu'on va mourir. C'est presque le concept de dysphorie de genre, mais appliqué à notre besoin de sens pour vivre. Dysphorie d'existence. On pourrait appeler ça comme ça. Bravo, Simon. Alors, est-ce que je suranalyse la poésie de Daniel Bélanger? Peut-être. Là, comme dirait Socrate, les poètes sont davantage possédés par le savoir qu'ils ne possèdent le savoir. Et ils sont une menace à l'ordre de la cité aussi. Oui, bien ça, c'est plus Platon, mais ça, enfin, je pense, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, les philosophes comme moi, c'est suranalyse, décortique. Là, je suranalyse peut-être les poèmes de Daniel Bélanger. Lui suit son inspiration, il invente, c'est un poète. D'ailleurs, à ce sujet, parce que c'est pas un essai existentialiste, là, mais à ce sujet, un poème a retenu mon attention, là, une inspiration qu'il a eue un jour. Alors, il écrit « Au bout du quai, jour de semaine, ça va, le vent est bon. Je suis furieux que Dieu s'approche aussi près de mon incroyance. » Alors, tout était intéressant dans ce poème. Simon, le bout du quai, le vent, la paix. Il y a comme quelque chose devant nous, comme une beauté. Le poète le reconnaît naturellement dans son inspiration, une beauté qui appelle à la transcendance. Daniel Bélanger, d'ailleurs, dans La fin de l'homme, même s'il se moque du concept de Dieu dans cette chanson, il parle d'une beauté qui dispose tout, qui subsiste malgré l'homme ou à la fin de l'homme. Alors, ce monde, c'est vrai, il est beau. Daniel Bélanger le voit, le reconnaît en bon poète. La seule question qui demeure, c'est d'où vient cette beauté? Et le spectacle du Cirque du Soleil, en hommage à Daniel Bélanger, on ne l'a pas dit, mais il s'appelle Les Incouchables, en référence évidemment à différentes œuvres là, dans son parcours de Daniel Bélanger. Là, les insomniaques s'amusent, rêver mieux. Donc, Les Incouchables. Pourquoi? Bien, parce que c'est en veillant, c'est en rêvant que se fait la quête de sens, il me semble, Simon. Alors, veiller pour ne pas se contenter d'une vie de gros porc, mais pour goûter... Ça allait bien, là, jusque-là, Laurence. C'était cute jusqu'à... Alors, pour ne pas goûter une vie de gros porc, mais pour vivre une vie proprement humaine, tournée vers la beauté et, qui sait, peut-être vers le Dieu qui, lui, n'est jamais furieux quand on s'approche de lui. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse pour leverbe.com, merci beaucoup pour ton édito. Le 28 avril prochain, les Canadiens seront invités à voter pour choisir qui gouvernera leur pays pour les 4 prochaines années. Notre question de discussion choisie par Benjamin Boivin cette semaine, pour qui allez-vous voter? Non, c'est pas ça la question. Mais ça, c'est moi qui pose ces questions-là. D'habitude, hein? Ouais, non. Notre question va être, quelle est pour vous, vraiment pour vous personnellement, la question de l'urne dans cette campagne électorale? Benjamin, je commence avec toi.
Bon, bien évidemment, on nous explique dans le milieu médiatique depuis des semaines maintenant que la question de l'urne qui s'impose, c'est qui sera capable de défendre les intérêts du Canada devant les États-Unis, devant M. Trump. Les médias font beaucoup d'efforts pour nous convaincre que c'est ça la réalité. Et puis avant, bien, c'était alternativement plusieurs autres choses. Je pense que la question de l'urne qui s'imposait jusqu'à il y a 3 mois, en fait, c'est la bonne. C'est la question de du coût de la vie, de l'accès à la propriété. Il y a une grande injustice qu'on vit dans la société canadienne entre les générations, entre les gens qui font partie, par exemple, de la génération des baby-boomers et des plus jeunes, millennials et ceux de la génération Z. Des gens qui ont acheté une maison dans les années 90 au coût de 100 150 000 dans les grandes villes et qui, aujourd'hui, sont assis sur des propriétés qui valent parfois près d'1 million de dollars. Et des jeunes qui, sur la base de 2 salaires, parfois, ne sont même pas capables d'accéder à la propriété, même de faire vivre une famille avec des enfants. Il y a une inéquité intergénérationnelle qui a besoin d'être réglée, qui est relative à la question du coût de la vie et pour laquelle des solutions politiques ont besoin d'être trouvées parce que c'est vraiment une question de justice fondamentale qui crée également beaucoup de tensions dans notre société. Il y a des tensions émergentes dans la société canadienne, notamment relatives à l'immigration, qui augmente beaucoup au Canada, qui s'expliquent parfois par des raisons économiques qui ont en fait rien à voir avec l'immigration, ou pas strictement, qui ne s'expliquent pas principalement ou strictement par l'immigration, mais notamment par notre incapacité à construire de nouveaux logements, par exemple. Et le gouvernement canadien a besoin de trouver des solutions à ces problèmes-là en coopération avec les provinces. Et le fait que cette question-là soit disparue presque entièrement du débat public, moi, dans les derniers mois, c'est une chose que je m'explique très difficilement. Bien, Donald Trump, dans 4 ans, bon, en tout cas, on pense qu'il ne sera plus là. Certains l'espèrent, disons. Par contre, ce problème-là va demeurer encore. Oui, puis c'est un problème qui s'aggrave considérablement depuis environ une dizaine d'années. Les indicateurs économiques sont très mauvais au Canada depuis une dizaine d'années. Ça affecte spécialement la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour entrer dans la classe moyenne, pour utiliser une expression que notre ancien premier ministre Justin Trudeau aimait beaucoup utiliser. Et donc, ce problème-là, il doit être réglé parce qu'il est en voie de s'empirer et on approche d'un seuil de crise, en fait, de crise sociale. Laurence Godin-Tremblay, je sais que tu es en train de te chercher une maison. Est-ce que le pouvoir d'achat, l'économie serait aussi ta question de l'urne? Non, bizarrement, là, parce que c'est vrai que j'essaie d'acheter une maison, puis c'est pas facile quand on se bat contre 16 offres au même moment pour une maison bien normale dans un petit quartier. Mais non, pour moi, il y a déjà quelque chose de problématique avec cette idée d'une question de l'urne. C'est-à-dire que je trouve que, justement, c'est l'occasion pour les gens de tout le temps être à la merci des nouvelles modes. Il y a tout le temps une nouvelle question de l'urne à chaque élection. Moi, c'est tout le temps la même. Je garde tout le temps la même question de l'urne, c'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est quelle vision de l'être humain le gouvernement pour lequel je voterai me présente. Et particulièrement, tout ce qui touche la dignité humaine, moi, c'est quelque chose de très important parce que je pense que le but de la vie politique, oui, c'est que je puisse m'acheter une maison, surtout moi. Mais au-delà du matériel, c'est comme dirait Aristote, c'est l'éducation des âmes qui est le plus important, là, la vertu. Qu'est-ce qu'on a comme projet de société, pas juste matériel, mais à offrir aussi pour nourrir les âmes, pour les amener vers l'excellence. Puis à ce moment-là, tout gouvernement qui contredit la dignité, le pape en parlait dernièrement dans une lettre, que ce soit la dignité, bon, il y a quelque chose d'indigne à faire vivre les gens pauvrement puis les jeunes familles, mais tout ce qui contredit aussi le droit à la vie, là, que ce soit pour les bébés, les fœtus, ou que ce soit en fin de vie, l'aide médicale à mourir, c'est toutes des choses qui m'intéressent. Puis je vote toujours en fonction de ça. Un pape qui parle beaucoup de la dignité des migrants aussi. Toi, Jean-Christophe Jasmin, quelle est ta question de l'urne? C'est intéressant comme question parce que comme mon choix est fait, il faut que je déconstruise un peu mon processus décisionnel. Essayer d'y trouver un motif rationnel. Oui, c'est ça, alors que c'est vraiment juste de l'affect. Non, mais pour moi, à quelque part, c'est toujours la survie à long terme de la société québécoise, de la nation québécoise. Pas que j'idolâtre la nation ou le nationalisme. Pour moi, il y a cette idée-là que une manière de mesurer le bon système ou le bon gouvernement, c'est celui qui permet le maintien et l'épanouissement des individus puis des collectivités. Et donc, pour moi, c'est ça vraiment ma question fondamentale. Donc, quel gouvernement propose le plus d'autonomie pour le Québec, une grande protection du fait français ou une reconnaissance du fait français au Canada? Donald Trump va passer, mais on espère que le français va rester, lui. Exactement. Il va avoir... On en a vu d'autres, Donald Trump. C'est juste qu'on les oublie, les Andrew Jackson, les Grover Cleveland, puis qui étaient peut-être nés au Québec, d'ailleurs. Mais le Québec reste. Et
c'est ça, on va survivre. Moi, ce serait plus la liberté, mais pas simplement la liberté individuelle ou la liberté d'expression, tout ça, la liberté de religion, d'éducation, mais aussi la liberté au niveau collectif, c'est-à-dire que les villes et les provinces aussi puissent être respectées dans leur autonomie, donc toute la question de la subsidiarité. Ouais. Je trouve que le fédéral au Canada a tendance à être trop intrusif, contrôlant à différents niveaux. Donc, je trouve que pour moi, la question principale, c'est ça, la liberté, mais dans toutes ces sphères, autant plus personnelles que générales. Je me demandais, Benjamin, le fait qu'on dit beaucoup, les gens vont voter pour qui va être le meilleur opposant à Trump. Est-ce que c'est pas un peu jouer le jeu de Trump? Parce que Trump, ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui, que toutes nos décisions soient centrées sur lui. Est-ce qu'on n'est pas en train, justement, de lui plaire en centralisant toute l'élection autour de sa personne? Je pense que oui. Et en fait, je pense que c'est pire que ce que tu dis. Là. On joue son jeu parce qu'on parle de lui, puis on en fait finalement le centre de notre vie publique. Mais en fait, on devient presque inféodé à la vie politique américaine. Ouais. M. Trump dit qu'il veut envahir le Canada ou du moins en faire un État américain. Mais je veux dire, lorsque notre politique est essentiellement ordonnée par les paroles et les actions d'un chef d'État étranger, en l'occurrence celui des États-Unis, finalement, d'un point de vue pratique, c'est déjà ce qui est en train de se produire. Il y a comme une espèce de réactivité qui est émotive, là, qui est viscérale chez beaucoup de Canadiens actuellement, qu'ils soient francophones ou anglophones, à vouloir comme entièrement repenser la vie publique en fonction de Donald Trump et de son parti qui gouverne les États-Unis, qui relève d'une mentalité de coloniser, en fait, si on peut me prêter l'expression, qui est vraiment pas profitable à notre société. Et c'est pourquoi je pense que nous devons, que ce soit les questions qui sont évoquées par Laurence, par Jean-Christophe ou celles que j'ai évoquées, essayer de réfléchir à nos problèmes politiques de façon autonome et en se questionnant sur le bien commun de la société canadienne et le meilleur moyen d'y parvenir, plutôt qu'en se préoccupant constamment des velléités post-colonialiste de Donald Trump. Et il change d'idée tout le temps aussi. Et puis, il me semble que c'est de voter beaucoup à partir de la peur aussi, plutôt qu'à partir d'un projet de société. Une autre manière peut-être de répéter ce que tu viens de dire. Là. Laurence? Mais c'est sûr qu'après ça, personnellement, je vois autour de moi, mettons, des gens que j'aurais jamais pensé qu'ils auraient voté, pour ne pas dire leur nom, les libéraux. Là. J'aurais jamais pensé de ma vie voir ces gens-là voter libéraux. Mais la peur, effectivement, de Donald Trump les prend au point où ça devient le seul enjeu. Puis c'est dur, c'est vrai, pour une jeune famille de ne pas voir là une forme d'injustice, là, c'est-à-dire qu'il y a cette nouvelle vertu de ne pas acheter américain qui est présentée partout, des gens qui ont les moyens, des fois, de ne pas acheter américain, là, de ne pas acheter des grandes marques ou des choses comme ça. Puis après, quand on est une petite famille qui a de la difficulté à joindre les bouts, à acheter une maison, il y a comme une forme de traîtrise, je trouve, face à ces gens-là. Là, Et encore là, l'adéquation Trump-libéraux n'est pas si évidente. Donald Trump lui-même a déclaré qu'il préférait le candidat libéral au candidat conservateur. Donc, est-ce que voter libéral, c'est voter dans le sens de Trump? La question se pose aujourd'hui. C'est une déclaration de M. Trump qui ne semble pas avoir percolé dans le débat public canadien efficacement, étrangement. Parce qu'il y a bien des gens qui vont peut-être se retrouver à penser comme Donald Trump au moment de voter. C'est un peu bizarre comme manière d'envisager les choses. En même temps aussi, c'est pas sage de repenser l'ordre politique nord-américain qui s'est bâti depuis les années Mulroney à aujourd'hui pour s'adapter à quelqu'un qui a un mandat de 4 ans, qui rentre en élection de mi-mandat dans quelques mois déjà, là, dans 18 mois à peu près, et qui change d'idée d'une semaine à l'autre. Ce que tu dis, c'est qu'on serait presque mieux d'ignorer, en fait, ces caprices comme ceux d'un bambin. Puis... On est mieux de prendre acte du fait que les États-Unis sont un partenaire commercial moins fidèle qu'on le croyait, de diversifier notre économie, d'avoir des plans B qui sont utiles et efficaces, mais on ne peut pas réagir à chaque montée de lait de Donald Trump ou chaque déclaration qu'il fait à l'emporte-pièce. On va virer fou. D'autant que dans les derniers mois, les menaces de tarifs ont essentiellement, parce que c'est ce qui inquiète la plupart des gens, ont essentiellement été... n'ont pas connu de suite efficace. Je veux dire, il y a eu une première vague de tarifs qui a été annulée très rapidement, une autre. Et puis là, on est dans encore une autre vague de tarifs dans la semaine qu'on est en train de vivre. Qui sait vraiment s'il y a quoi que ce soit de pertinent qui va ressortir de ça? Puis des tarifs qui font aucun sens, dans le sens où les tarifs imposés à la France, à ses départements outre-mer, sont pas les mêmes. Puis il semble y avoir un calcul de genre exportation moins importation. Voici comment est-ce qu'on estime les tarifs qui nous sont imposés, en tout cas d'une perspective américaine. C'est incompréhensible. Ouais.
Alors, je dois vous arrêter ici. Si vous voulez nous répondre, vous aussi, à la question, quelle sera votre question de l'urne, vous pouvez vous rendre sur la page YouTube du Verbe-Média et écrire vos commentaires sous la vidéo de l'épisode de cette semaine. Jean-Christophe Jasmin, l'artiste québécoise Claude Pelgag, a reçu le prix de l'album francophone de l'année pour Abracadabra. C'est un album qui méritait, selon toi, ce prix d'album de l'année francophone? Oui, pour moi, Claude Pelgag, c'est vraiment l'artiste québécoise de cette génération en termes de créativité, en termes d'originalité. Bon, je suis un fan fini, je suis allé la voir en spectacle, j'ai déjà mes billets pour le prochain spectacle quand il vient dans l'Anaudière. Mais puis c'est le fun de voir des artistes comme ça se développer d'un album à l'autre, approfondir leur capacité, tant au niveau musical qu'au niveau lyrique. Donc, je recommande fortement. Qu'est-ce que tu aimes dans la musique ou les textes? Est-ce que c'est plus la musique, les textes de Claude Pelgag? C'est le mélange des deux. Je pense qu'elle travaille, je crois, avec son frère au niveau des arrangements musicaux, avec des arrangements musicaux riches, très riches. Qu'on ne s'attendrait pas à un artiste solo comme ça. Puis, c'est sûr, il y a un ton un peu mélancolique. Puis, comme beaucoup d'artistes au Québec, c'est Comme beaucoup d'artistes au Québec. C'est le ton de la génération. Depuis 15 ans, la musique québécoise est presque insupportablement mélancolique. Il faut écouter le rap québécois pour être moins mélancolique, je crois, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Non, des fois, c'est... Oui, puis écoute, est-ce qu'on pourrait dire que les 3 accords sont mélancoliques? Je sais pas. Il y a sans doute plusieurs exceptions. Oui. Mais voilà, c'est ça. Puis ce qu'elle fait avec la langue française, pour moi, c'est magnifique aussi. Et c'est très québécois. C'est un usage très québécois de la langue française qui tombe pas dans le joual ou dans le genre de familiarité. Donc, c'est une grande poète en plus d'être une grande musicienne, à mon avis. Merci, Jean-Christophe. Donc, on peut aller écouter cet album Abracadabra qui est sorti en octobre dernier. Et on se laisse d'ailleurs cette semaine sur une chanson de cet album, Libre, de Claude Pelgag. Vous pouvez toujours réécouter, commenter, partager cette émission en vous rendant soit sur la page Facebook ou YouTube du Verbe-Média qui produit cette émission. Si vous aimez cette émission aussi, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner 100% gratuitement au magazine Le Verbe, le magazine Le Verbe qui conjugue foi et culture contemporaine avec des témoignages, des reportages, des entrevues. Vous recevrez 6 numéros par année, 2 numéros spéciaux en prime. Il suffit de vous rendre sur leverbe.com pour tous les détails pour l'abonnement. Je remercie Marianne Martin et Barthélémy Rieu à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.